Salut les gars, j'espère que vous allez bien, ça y est, on est en été, donc bonnes vacances à ceux qui sont en vacances et qui partent soit en France ou à l'étranger, ou qui reviennent chez eux pour les expats. Et puis voilà, pour ceux qui continuent à bosser comme des connards comme moi, et bon courage à vous en tout cas. Ça y est, on est en juillet, donc c'est l'été en tout cas, le beau temps arrive et je pense qu'il s'est fait bien attendre. Bref, même si la chaîne s'appelle Météo 89, je ne parle pas de météo sur cette chaîne. On parle de Blu-ray dans cet arrivage de Blu-ray, c'est la première de cet été. J'ai 10 films à vous présenter ici. Et puis restez bien en fin de vidéo, donc pour les 35-40 ans, voire même plus. Je pense que ça risquera de vous plaire, puisque j'aurai, comme je l'ai dit dans la miniature, des vieilles reliques à vous montrer. J'étais super content de retrouver ça. Je suis parti chez mon père et je suis reparti avec un petit carton. Donc voilà, vidéo chapitrée comme d'habitude. Vous retrouverez ça en fin de vidéo dans les bonus. Let's go pour l'arrivage de Blu-ray de ce mois de juillet. Ah, et aussi autre chose, petite nouveauté à partir de maintenant et sur chaque vidéo arrivage de Blu-ray qui suivront, je vous mettrai un système de notation par 5 étoiles. Je crois même que j'ai mis des demi-étoiles pour essayer d'affiner le plus possible les notes. Ça sera une appréciation globale, personnelle et donc complètement subjective de ma part pour chaque film et chaque série que je vous présenterai lors de ces vidéos. Donc voilà, c'est des notes qui sont directement reprises de mon compte Letterboxd. Letterboxd, pour ceux qui ne savent pas, c'est un site où on peut noter et même rédiger des critiques sur chaque film. Et moi, c'est ce que je fais. Voilà, dès que je regarde un film, je note directement sur Letterboxd. Voilà, donc je vous invite à me rejoindre et à me suivre si le cœur vous en dit. On commence avec le premier film. On est sur un bon vieux thriller, un petit peu à l'ancienne, mais c'est un film qui est assez récent puisqu'il date de 2015, donc il y a 10 ans tout pile. Film réalisé par Spielberg avec Tom Hanks en tant que protagoniste. C'est l'excellent film Le Pont des Espions. Donc au niveau du scénario, on est en pleine guerre froide, clairement, et donc on suit un avocat américain qui s'appelle James B. Donovan, incarné donc par Tom Hanks, vous avez deviné, qui est recruté pour défendre un certain Rudolf Abel, un espion soviétique capturé aux États-Unis. Et donc voilà, on est donc clairement dans un climat de méfiance généralisée, on est en pleine guerre froide, et Donovan se retrouve ensuite chargé de négocier un échange historique, donc échanger Abel, cet espion donc soviétique, contre un certain Francis Gary Powers, un pilote américain dont l'avion espion U-2, coucou à toi Ben, a été abattu au-dessus de l'URSS. Et la rencontre secrète va se faire sur ce fameux pont à Berlin, d'où le fameux nom, Le Pont des Espions, repris par le titre du film. Voilà, donc si vous aimez un bon thriller, clairement avec une certaine tension, donc il n'y a pas de trop d'action de ce genre de film, et vous êtes au bon endroit. Voilà pour ce film Bridge of Spies ou Le Pont des Espions que j'ai mis 3,5 sur 5. C'est plutôt vraiment un bon film, on passe un bon moment. Moi je l'ai vu je crois au moins 2 ou 3 fois avec le rachat de ce Blu-ray là, forcément je le regarderai encore une autre fois avec grand plaisir. D'ailleurs voilà, il y a aussi les frères Cohen qui ont retravaillé le script du film, et vous savez les frères Cohen ils ont tendance à mettre un petit peu ce côté un petit peu humour très spécial, donc on retrouve ça aussi dans le film. C'est vraiment saupoudré, c'est très léger, donc voilà, c'est à 2-3 moments où on aura envie de sourire sur 2-3 trucs un petit peu humoristiques, pardon, et c'est vraiment pour essayer de casser cette tension constante qu'il y a durant tout le film. Et voilà, aussi au niveau des décors, une grande partie du tournage s'est déroulée à Berlin, dont ce fameux pont dont je ne vous citerai pas le nom allemand, puisque je n'ai pas fait allemand en deuxième langue, donc je vais éviter de me ridiculiser. Donc voilà, vous savez, Spielberg attache une grande importance sur les décors, les costumes, etc. Et on retrouve ça du coup là-dessus, sur Le Pont des Espions. Et pour les bonus, vous le voyez ici, et l'audio, on a du français en DTS, anglais en DTS HDMA, le Blu-ray, et petite affiche ici pour un code digital HD qui est périmé depuis très longtemps, soyez-en sûrs. Nous devons avoir la discussion que nos gouvernements ne peuvent pas avoir. Vous êtes américain, vous pourriez être emprisonné. Surtout, éloignez-vous du mur. Franchissez-le, ils vous tireront dessus. Il y a des gens qui ne veulent absolument pas que cet échange se fasse. On ne le laissera pas ici. Les choses ont commencé à dégénérer. Tous
cela a un prix. Un prix à payer pour ton pays et ta famille. Il faut que ce soit un échange. Prochain film, on continue la même année, 2015, avec un thriller plus policier avec une petite touche fantastique, clairement. Avec ce film peut-être un peu trop méconnu, c'est pas non plus une bombe atomique, clairement, mais c'est un film que j'ai plutôt bien apprécié. J'aime beaucoup ce genre de film. C'est le film Prémonition avec, vous voyez ici, Anthony Hopkins. Vous retrouvez aussi Colin Farrell ici en tant que bad guy. C'est pas souvent qu'on vous voit dans ce rôle-là. Donc voilà, bref, dans ce film Prémonition, on suit l'agent du FBI Joe Merriweather qui est dépassé par une série de meurtres étranges. Il fait appel à John Clancy, donc incarné par Anthony Hopkins, un médecin retraité doté de dons de voyance pour l'aider à traquer ce fameux tueur. Mais Clancy découvre rapidement que le meurtrier possède lui aussi des capacités surnaturelles. Une course contre la montre mentale et psychologique s'engage donc entre tout ce beau monde. Et on retrouve aussi également Jeffrey Dean Morgan, donc le bad guy de The Walking Dead. Vous savez, le gars avec la batte de baseball. Et donc voilà, qui incarne l'agent du FBI qui recrute John Clancy, j'allais dire Tom Clancy. Ça c'est autre chose. Donc pour arrêter le tueur. Voilà, en tout cas c'est un film plutôt sympa où j'ai mis 3,5 sur 5. Si vous aimez les films d'enquête policière avec une touche de surnaturel, je pense que vous allez plutôt apprécier. D'ailleurs, ce film-là, ça devait être une suite directe, non plutôt indirecte, à Seven, et oui, de Fincher. Et au final, Fincher refusera de faire ce Prémonition parce qu'au niveau du scénario, voilà, la direction où ça allait, ça lui plaisait pas. Et en effet, on est vraiment quand même loin de l'ambiance de Seven. On est loin de l'ambiance très crasseuse. On est quand même sur quelque chose de beaucoup plus classique là-dessus. Et puis voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Voilà, on a une version Blu-ray plus DVD ici, je l'ai acheté neuf pour vraiment pas cher en plus, donc ça c'est vraiment une bonne chose. Et j'aime beaucoup aussi, il y a une autre chose que j'aime bien dans ce film-là, c'est qu'il est pas très manichéen. On comprend en fait les motivations de Colin Farrell, alors je vais pas trop vous en dire non plus, mais voilà, si vous aimez pas trop les films manichéens avec des, comment dire, si vous aimez pas les films avec des gentils qui sont trop gentils ou des méchants qui sont trop méchants, ça devrait vous plaire aussi également. Voilà, hop, la seule chose que je peux vous dire, voilà, donc les bonus, à la recherche d'une prémonition et interview du réalisateur et du casting. Et au niveau audio, on a français et anglais. Alors vous voyez ici, c'est pas précisé au niveau des sources. On a du Dolby Digital, je crois, si je dis bien, en 5.1 et 2.0, et DTS HDMI 5.1. On va partir du principe qu'on a du Dolby Digital dans le pire des cas pour la VF et DTS HDMI uniquement pour l'anglais. Voilà, on retrouve la même chose dans ce boîtier. On a hop le DVD à gauche et le Blu-ray à droite. Vous comprenez? C'est quelqu'un comme moi. Il voit des choses. Sauf qu'il est plus doué. Nettement plus. Allez! Tout ça, c'est un piège et on fonce droit dedans. À gauche. Il faut que tu m'expliques. Il nous devance de très loin. Et nous faisons exactement ce qu'il attend de nous. Il me surpasse de loin. Je ne peux pas l'arrêter. Ce qui induit une question plus importante. Est-ce que ça en vaudrait la peine? Prochain film, on continue sur le thriller un peu plus action là pour le coup, avec un film basé sur des faits réels, réalisé par Tony Scott, le très regretté Tony Scott, qui est un réalisateur que j'aime énormément, et je vais vous faire une confidence. Je crois, alors on est d'accord, Ridley Scott a fait plus de chefs-d'œuvre que Tony Scott, ça c'est sûr, mais si on prend vraiment la globalité de la filmographie de Tony Scott et de Ridley Scott, et vous savez quoi, je pense que Tony Scott a été beaucoup plus régulier, il n'a pas fait des films qui sont incroyables, par contre il a fait de bons, voire très bons films, et très peu de bouse, contrairement à Ridley Scott qui, bon il y en a quelques-uns quand même, je citerai comme ça Cartel par exemple.
Ah, c'était dur, hein. C'était vraiment très dur. Bref, en tout cas, le prochain film que je vous présente, au niveau du cast, on a Denzel Washington, forcément, hein, c'est le chouchou de Tony Scott, et également Chris Pine dans ce film Unstoppable, qui est basé, comme je dis, sur des faits réels. On est cette fois-ci sur un train de fret qui est lancé à pleine vitesse, transportant des produits chimiques hautement toxiques, qui menacent de provoquer une catastrophe sans précédent. Et on a deux cheminots, donc avec les deux acteurs que j'ai cités, un vétéran sur le départ et un jeune conducteur, je vous laisse deviner qui incarne qui, se lance dans une course contre la montre pour tenter de l'arrêter avant qu'il ne frappe une zone urbaine densément peuplée. Donc voilà, je crois que d'ailleurs c'est le dernier film, il me semble, réalisé par Tony Scott avant son décès en 2012. Malheureusement, voilà, donc vous connaissez, je pense, l'histoire tragique du bonhomme qui nous manquera forcément, parce que moi c'est un réalisateur que j'aime énormément. Et je vous ai déjà présenté certains de ses films et vous allez encore en voir d'autres parce que j'aime vraiment beaucoup sa filmographie. Voilà, bref, dans ce film-là, pas mal de choses réelles hein, d'ailleurs qui ont été tournées. Les trains, notamment les cascades, hein, Chris Pine a fait toutes ces cascades du film, donc forcément il a subi un petit entraînement intensif pour que ça soit safe de son côté. On voit aussi beaucoup de trains qui sont tournés donc en vitesse plus ralenti dans le réel et avec forcément des effets. Tony Scott a essayé d'accélérer la vitesse de ces trains-là, mais il y a beaucoup là de choses qui sont filmées en vrai et pas beaucoup de CGI. Denzel Washington d'ailleurs a pas mal improvisé certaines de ces scènes, notamment avec Chris Pine, les échanges qu'ils peuvent avoir entre l'ancien qui est sur le départ et le bleu qui vient d'arriver, donc pour essayer de donner un petit côté un peu plus naturel sur ce film là. Donc voilà, bref, je lui ai donné une note de 3,5 sur 5, et oui encore, ne vous inquiétez pas, hein, je sais quand même nuancer mes propos. Voilà, plutôt un bon film, pareil, à regarder. 1h38, Harry Gregson Williams à la barre pour la bande originale, et comme je l'ai dit, c'est inspiré notamment d'un fait réel qui s'est passé en Ohio en 2001, donc voilà, bien sûr, forcément très romancé dans ce film. Au niveau bonus, on a 1 heure de bonus en tout avec voilà, donc la durée de chaque bonus, réalisé Unstoppable et cascade sur les rails avec le réalisateur et les acteurs. Au niveau audio, on se retrouve avec du DTS pour le français et du DTS HDMI pour l'anglais. Et on retrouve le Blu-ray ici. Je ne risque pas ma société sous prétexte qu'un conducteur a envie de jouer les héros. Pas pour vous. Je fais pas ça pour vous. Ici votre chef de train. On va la voir, cette saloperie. Dis à ta sœur que je vous aime fort. On va arriver trop vite. On n'a plus de train. Film suivant, là on est plus sur de l'action pure avec notre Jason Statham qui remet sa casquette et reprend du service dans ce très très bon film avec un script de Stallone. Vous le savez, je pense de quoi je parle, c'est le film Homefront. Voilà, moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Alors Statham, on sait, voilà, il tourne beaucoup de films d'action, parfois même des films de série B qui sont assez oubliables, mais je sais pas, il y a un petit truc chez lui que j'aime bien le voir dans ses films. Et je prends toujours un petit plaisir coupable à regarder ces films d'action. Donc voilà, ici il incarne Phil Broker, un ancien agent de la DEA qui cherche à mener une vie tranquille avec sa fille dans une petite ville du sud des États-Unis. Mais son passé ressurgit lorsque Gator Bodine, un trafiquant social, donc Gator qui est incarné par James Franco, un trafiquant local, découvre qu'il est et décide de s'en prendre à lui. La situation dégénérait rapidement en un affrontement brutal. Donc on retrouve également au casting Winona Ryder, Kate Bosworth, et voilà, donc on part sur un scénario de Sylvester Stallone. C'est vraiment le pur film d'action, la Statham. Ça se déroule en Louisiane et ça donne ce petit côté un petit peu western moderne dans l'environnement, mais aussi également dans la direction du film, puisque là c'est vraiment seul contre tous, clairement. Donc voilà, d'ailleurs ce film-là devait être joué par Sylvester Stallone, qui devait d'ailleurs en faire un script pour Rambo 5, si je dis pas de conneries, je me souviens de ça. Au final ça sera pas fait, parce que Rambo 5 sortira quelques années après, avec un autre script. Salut à tous les spectateurs. Moi, c'est Sylvester Stallone. Non,
Non, non, non. T'as regardé le Non, film ou pas? tu rêverais d'être du Stallone. Stallone Non, pur tu jus. fais du mal, arrête. Toi, t'es Jason, mais c'est génial aussi. Et pourquoi? C'est génial parce que tu joues dans Homefront. C'est vrai, ouais. C'était chouette. C'est un super Tu film. t'es amusé? Un peu que je me suis Et de amusé. qui est le scénar? C'est toi qui Eh l'as oui, écrit. j'ai écrit le scénario. C'est toi On est qui sur l'as le écrit. tournage d'Expandable. On n'est pas très présentable parce qu'on s'est disputé pour savoir qui serait dans Homefront. Et j'ai perdu, donc c'est Jason qui est dans le film. Bref, il sort cet hiver et je suis certain qu'il vous plaira. Tu dis plus rien? J'espère que vous aimerez. Voilà, Ça c'est ça. cartonne. Il est mieux dans le film. Jason Statham qui ne tarit pas d'éloges envers Stallone, qui le considère vraiment comme un modèle. Stallone qui est forcément l'action star par excellence, mais aussi réalisateur, scénariste et producteur. C'est quelqu'un d'extrêmement polyvalent dans le milieu du cinéma et donc de très respecté. D'ailleurs, on reparlera de lui en fin de vidéo. Et les deux vraiment, voilà, avaient vraiment sympathisé lors du tournage d'Expendables, donc en 2010, donc 3 ans auparavant. C'est pour ça que Stallone a pensé forcément à Statham pour incarner le rôle de Broker. Voilà donc pour ce film où je lui mets un 4 sur 5. Et oui, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film d'action qui est très efficace. Pourtant, c'est pas un chef-d'œuvre, vous l'avez vu, le scénario, c'est vraiment, ça s'écrit sur un post-it, mais je trouve diablement efficace. Pour moi, c'est l'un des meilleurs films d'action de Statham. Clairement, je le mets vraiment dans le haut du panier. Au niveau bonus, on se retrouve avec le making-of, la confrontation et Gator, Bodine, 3 scènes coupées et une fin rallongée. Et au niveau audio, alors honnêtement j'arrive pas à le lire, peut-être qu'avec la vidéo vous arriverez à lire ce qu'il y a ici là sur le 5.1, je sais pas. Voilà, français et anglais, donc pour les deux langues c'est la même chose. On a le Blu-ray à droite et une petite copie, à mon avis périmée depuis bien longtemps avec un code de téléchargement. Voilà. Il va rester caché en bas. Viens me chercher. T'inquiète pas, j'arrive. Allez, on accélère un petit peu. Prochain film, on retourne cette fois-ci purement dans l'action avec le 5e opus d'une licence culte qui avait démarré dans les années 80 avec un certain Bruce Willis. Là, je pense que vous savez de quoi je parle. C'est le 5e Die Hard qui s'appelle Belle journée pour mourir, qui a été conspué par tout le monde, par la critique. Je suis assez d'accord. De façon objective, c'est pas forcément un très bon film. Subjectivement parlant, bon, pour moi, ça passe. Voilà, ça passe. Je lui ai mis un 3 sur 5, je sais, pour certains d'entre vous, ça méritera au maximum 2,5, voire 2 sur 5, et objectivement, vous aurez raison, mais bon, ça va, c'est Bruce Willis, c'est John McClane, donc voilà, ça se regarde pour moi, même si c'est pas excellent. Bref, on retrouve John McClane qui se rend à Moscou pour aider son fils, Jack, qu'il croit impliqué dans des affaires douteuses. Donc Jack, le fils de John McClane, qui est incarné par Jay Courtney, qui tournait dans pas mal de blockbusters à l'époque, d'ailleurs. Dans Terminator ou encore dans la série Spartacus. Donc voilà, bref, il découvre rapidement que Jack est en réalité un agent de la CIA en mission secrète pour empêcher un vol de matériel nucléaire. Pris au milieu d'un complot international, père et fils doivent faire équipe pour survivre. Bon, voilà, au final, le budget du film, 92 millions de dollars. J'aurais pensé beaucoup plus pour une série culte et un film d'action très blockbuster. Mais voilà, au final, il n'a pas été très bien reçu, notamment aux US. Il a rapporté une 60aine de millions de dollars, donc il n'a même pas été rentable aux US. Il a surtout été rentable dans le reste du monde, où il a eu une rentabilité de 350-360%, je crois à peu près. Donc ça va, il rentre dans ses frais, mais voilà. D'ailleurs, il devait y avoir un autre Die Hard qui devait sortir, qui devait s'appeler Die Hard Est, si je me souviens bien. Et au final, il se fera pas parce que voilà, Bruce Willis, forcément, son état de santé se détériorera très rapidement et il se retirera du cinéma, du milieu du cinéma, comme vous le savez. Voilà donc pour ce Die Hard numéro 5, et je pense qu'il n'y en aura pas d'autres, parce que un Die Hard sans Bruce Willis n'est pas un Die Hard, je pense qu'on sera d'accord. Alors, les bonus, ici, et au niveau audio, on s'en tire avec du DTS HDMA pour l'anglais, DTS pour le français, le Blu-ray, et petite pub pour Last of Us, de l'époque. J'imagine que vous avez l'habitude. L'encouragez pas. Mon fiston et moi, on va vous exploser. Ah ouais? Oui. Vous êtes dingue. Un
peu. C'est toi qui cherches les ennuis? Allez, un petit peu de SF, mais on reste quand même dans l'action pour faire la transition en douceur avec ce prochain film sorti en 2011 qui s'appelle Source Code ou Code Source. Ça dépend comment vous le dites en anglais ou en français, avec le fameux Jake Gyllenhaal, très bon acteur, qui incarne le capitaine Colter Stevens, qui se réveille dans le corps d'un inconnu dans un train de banlieue. 8 minutes plus tard, le train explose. Grâce au Source Code, un programme expérimental gouvernemental, Stevens peut revivre ses dernières minutes pour tenter d'identifier le poseur de bombes et empêcher un futur attentat de grande ampleur. Un film très bon qui aura été réalisé donc par Duncan Jones, qui est connu pour notamment le film de SF Moon, qui était un petit film, petit budget de SF. Et donc forcément on le choisira pour faire la même chose avec ce Source Code, puisqu'il bénéficiera je crois d'un budget d'une trentaine de millions de dollars, donc c'est vraiment très peu pour ce genre de film là. Et ça se voit pas, franchement voilà, le budget a été très bien alloué et très bien optimisé. Et donc c'est un très bon film que je vous conseille fortement, que j'ai noté 4 sur 5. Ouais, voilà, donc 4 sur 5. On retrouve également au casting Michelle Monaghan et Vera Farmiga, donc deux actrices aussi qui sont assez connues. Tournage en 36 jours pour essayer comme je l'ai dit, d'essayer d'optimiser le budget du film le plus possible. Et Jake Gyllenhaal s'impliquera aussi pas mal sur le scénario et notamment sur la psychologie du personnage. Donc voilà, bref, un film que je vous conseille fortement si vous aimez tout ce qui est histoire de réalité alternative sous forme d'attentat terrorisme. Et ben ce film est fait pour vous. Au niveau audio, on se retrouve avec du DTSHDMA pour l'anglais et le français. Et au niveau bonus, on n'a pas les suppléments ici. Commentaire audio du réal et de Jake Gyllenhaal et du scénariste. Interview de l'équipe du film quand la réalité dépasse la fiction. Voilà, pas grand chose. Le disque Blu-ray à l'intérieur, puis c'est greffie un petit peu différente. Voilà pour ce Source Code. Je veux y retourner, je peux la sauver. Impossible, ce n'est pas comme ça que ça marche. Christina est morte. Non, pas forcément. Vous ne pouvez changer cette réalité de l'intérieur du Source Code. Ayez au moins la décence de me laisser essayer. Qu'est-ce qui se passe? Il est en danger. Dis-moi que tout finira bien. Oui, tout finira bien. Bon, prochain film, on reste dans la SF. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire une suite, une bonne suite, après 28 ans? Bah, je pense que oui. Et je pense que j'en ai la preuve avec ce très bon Tron, l'héritage, ou Tron Legacy en anglais. Donc là, c'est un Blu-ray 3D avec le Blu-ray à l'intérieur. Pas sorti en 4K il me semble, donc ça c'est vraiment chiant. Sorti en 2010, on suit Sam Flynn, le fils du célèbre concepteur de jeux Kevin Flynn, qui enquête sur la mystérieuse disparition de son père. Il se retrouve projeté dans un monde numérique spectaculaire, le Grid, où il doit, ou la grille en français, où il doit affronter un programme tyrannique tout en cherchant à ramener son père dans le monde réel. J'ai adoré ce film, Tron, l'héritage, je lui ai mis 4 sur 5. Voilà, franchement, c'est excellent. Moi, j'ai vraiment kiffé du début à la fin, avec donc le retour de Jeff Bridges et également Gareth Edlund, qui incarne le fils de 27 ans. Donc voilà, bref, la BO, vous savez, produite et réalisée, enfin composée composée par Daft Punk, qui fera une bande son vraiment très très bonne. Un film qui a plutôt bien marché, mais sans plus. C'est pour ça que, d'ailleurs, une suite est prévue à ce film-là, Tron Ares, avec Jared Leto en tant que personnage principal, qui sortira, je crois, le film en octobre, si je dis pas de bêtises. Et donc que j'attends aussi avec grande impatience. Voilà, comme je l'ai dit, c'est un film qui a bien marché commercialement, mais sans plus. Je crois qu'on n'est même pas à 300%. Donc ça reste quand même rentable, mais pas plus que ça. Donc c'est pour ça que je pense qu'on a attendu pas mal de temps avant d'avoir une suite à ce film là. Voilà donc pour ce Tron, l'héritage. Vous n'êtes pas obligé de voir d'ailleurs le premier qui était sorti en 82. Moi c'est le cas, j'ai pas vu le premier et pourtant j'ai adoré celui-là. Faudra peut-être que je vois le premier quand même. Voilà donc pour kiffer ce film là.
Au niveau audio, on retrouve du DTS HDHR 7.1 pour le français, DTS HDMI 7.1 pour l'anglais, pardon, sur le Blu-ray 3D, mais également sur le Blu-ray, c'est la même chose. Les bonus ici, qui seront en Dolby Digital 2.0, mais on s'en fout. La liste des bonus, d'ailleurs, c'est ici, qui sont tous sur le Blu-ray classique, on va dire. Et le Blu-ray 3D, on a uniquement le film avec le meilleur du son et de l'image haute définition Disney. Quel mensonge, mon Dieu. Parce que c'est comment ça marche, le Blu-ray 3D. Alors certes, le signal est en 1080p, mais le Blu-ray 3D, alors je crois que ça dédouble l'image et en gros ça te divise la résolution par 2. Donc forcément du 1080p divisé par 2, on passe sur du 540p. Et donc c'est la perception que vous avez quand vous regardez un Blu-ray 3D. Donc c'est certainement pas de la haute définition là. Là c'est pas de la HD, donc là c'est un putain de mensonge. Mais bon bref, c'est pas très grave. On a ici donc le Blu-ray 3D à gauche, le Blu-ray classique à droite. Là d'ailleurs on a un petit truc mais bon, on s'en fout. Voilà donc pour ce Tron 3D avec le Blu-ray 1080p à l'intérieur. Où puis-je le trouver? Parviens jusque-là vivant, et lui te trouvera. Et voilà! À toi de jouer, Flynn. Vas-y. Allez, prochain film, on est sur un film de guerre, un guerre trieur plutôt, c'est pas vraiment un pur film de guerre non plus, sur une fameuse track, la track du siècle peut-être même, avec cet excellent film Zero Dark Thirty sorti en 2012, réalisé par Catherine Bigelow. On revit en fait les événements pendant une décennie après le 11 septembre, une jeune agente de la CIA qui s'appelle Maya, qui est incarnée par Jessica Chastain, qui consacre sa carrière à la traque d'Oussama Ben Laden. Grâce à un travail méthodique et obsessionnel, elle identifie sa cachette menant à l'opération militaire qui aboutira à l'élimination du chef d'Al-Qaïda au Pakistan en 2011. Voilà donc un film avec, comme j'ai dit, Jessica Chastain, on a aussi Kai Chandler, on a aussi Joel Edgerton et Jason Clarke, donc un casting plutôt sympathique. À la base d'ailleurs, ce film devait raconter l'opération qui a échoué par rapport à la traque de Ben Laden, mais c'était avant 2011, donc avant les vrais événements où on sait ce qui s'est passé, l'opération et tout ça. Et donc le script a été complètement réécrit puisque le film est sorti en 2012 pour parler en fait de la traque qui a abouti à l'arrestation et la mort de Ben Laden pour le coup. Voilà donc un film plutôt sympathique et très réaliste avec cette scène à la fin qui durait une petite trentaine de minutes je crois, qui était pas vraiment dans l'exagération, qui était vraiment très réaliste je trouve, même si voilà dans forcément c'est un film, même si c'est basé sur des faits réels, c'est forcément romancé, il y a pas mal de choses qui ont été modifiées pour que ça soit on va dire plus rythmé et que ça paraisse mieux clairement. Et d'ailleurs le titre du film, Zero Dark Thirty, ça vient d'un terme militaire qui précise en fait, c'est même pas qui précise justement, qui désigne une heure indéterminée après minuit. Voilà, donc c'est un terme militaire, on dit Zero Dark Thirty, c'est une opération qui doit se dérouler après minuit, mais on sait pas trop quand. Voilà, donc en tout cas pour ce film, je vous le conseille fortement aussi, ça c'est un très très bon film. J'ai mis 3,5 sur 5, j'ai vraiment hésité avec le 4 sur 5, vraiment, donc ça va me permettre de le revisionner, cette version Blu-ray. Voilà. Tous les bonus, et puis au niveau audio, on se retrouve avec de l'anglais en DTS HDMI et du DTS pour le français. Le Blu-ray, petite copie digitale, petite pub pour la PS3 Slim si je dis pas de bêtises. Voilà, hop. Je suis sûre à 100%. Je sais que la certitude vous colle une trouille d'enfer, mais c'est 100%. Vous ne le trouverez jamais. C'est l'un de ceux qui ont disparu.
On continue sur le segment, mais alors cette fois-ci encore plus film de guerre hein, pour le coup. On est en plein dedans, clairement avec un concept assez sympathique, puisque là on va suivre un démineur, c'est toujours réalisé par Catherine Bigelow d'ailleurs. C'est le film Démineur. Voilà, avec Jeremy Renner dans le rôle principal. On retrouve également Anthony Mackie et Guy Pearce à l'intérieur. Il y a aussi Ralph Fiennes, David Morse, Evangeline Lilly, donc l'actrice de Lost, ou encore de Ant-Man. Et puis voilà, donc un très bon casting encore une fois. On est à Bagdad en pleine guerre d'Irak. L'équipe américaine de déminage doit neutraliser des bombes artisanales au péril de leur vie. Quand le sergent James, imprévisible et accro à l'adrénaline, prend la tête de l'unité, ses méthodes risquées mettent en danger ses coéquipiers autour de lui-même. Bon, autant vous dire, hein, ce film-là, il a tapé dans le mille vraiment à tous les coups, puisque déjà, bim, il a remporté 6 Oscars, déjà direct d'entrée, dont le meilleur film et la meilleure réalisatrice pour Catherine Bigelow, qui devenait à cette époque-là la première femme à recevoir ce prix. Je sais pas d'ailleurs si ça a été refait, me semble pas, en tout cas pas pour la meilleure réalisatrice, je sais pas, peut-être. Le tournage a été lieu en Jordanie hein, pour essayer de reconstituer un petit peu le Bagdad et de rester un petit peu fidèle sans tourner à Bagdad. Hein. Vous imaginez bien que c'était un petit peu plus compliqué que ça, le tournage à Bagdad. Le budget du film, 15 millions de dollars, donc c'est vraiment extrêmement réduit pour un film de cette envergure, un film de guerre clairement. Et on retrouve Jeremy Renner, comme j'ai dit, hein, qui était complètement inconnu à cette époque-là. Oui, c'était avant les Avengers et compagnie, donc c'était, on va dire, le film qui l'a fait exploser et qui a rejoint après pas mal d'autres productions, notamment The Town, l'excellent The Town avec Ben Affleck, que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, et forcément le rôle de l'archer dans Avengers. On retrouve que 13 minutes de bonus, c'est vraiment très short, on le voit ici. Voilà, et au niveau audio pour le film, du DTS HDMA je crois, pour le français et l'anglais. Le Blu-ray ici, et voilà. Je viens de le voir, il était juste là. Ok, il est mort, tu m'entends? Lâchez ce téléphone! Lâchez ce téléphone! Hé, putain, Eldritch! Et le dernier film, c'est un remake sorti en 2012 d'un film qui est sorti en 84. Donc j'ai vu d'ailleurs le film original de 84 que j'ai bien aimé, mais sans plus. J'ai préféré quand même cette version-là de 2012. C'est le film L'Aube Rouge ou Red Dawn en anglais, avec un casting plutôt sympathique. On retrouve Chris Hemsworth, donc Thor des Avengers, Josh Peck et Josh Hutcherson, Adrian Palicki, Isabelle Lucas et Jeffrey Dean Morgan, qu'on retrouve aussi également là-dedans. Donc dans ce film-là, les États-Unis sont envahis par une armée étrangère, donc la Corée du Nord, hein, dans cette version-là, parce que la version d'origine, je crois que c'est des Russes, en 84. Je vous ai dit pourquoi, hein, on était en pleine guerre froide. La Corée du Nord, c'est plus actuel, enfin en tout cas en 2012. Un groupe d'adolescents d'une petite ville mené par un marine récemment rentré d'Irak, et donc c'est Chris Hemsworth, qui prend les armes pour organiser une résistance et libérer leur communauté occupée. Alors pareil, hein, Chris Hemsworth qui était aussi pas très connu à cette époque-là, en tout cas quand le film est sorti en 2012, beaucoup plus avec son rôle de Thor un an auparavant. Mais en vrai, le film a été tourné en 2009 et il devait sortir en 2009-2010, mais il a été sorti 3 ans plus tard, puisque je crois que c'est produit par la MGM et qui avait fait faillite à cette époque-là et qui a été après racheté par Amazon, hein. Et donc forcément ça a retardé la sortie du film. Peut-être du coup plutôt positivement, puisque Chris Hemsworth du coup a bénéficié forcément de ce gain de popularité avec Thor, et donc je pense que ça a mis un petit coup de projecteur sur ce remake. D'ailleurs, chose très amusante, comme je vous ai dit, c'est les Nord-Coréens qui envahissent les États-Unis dans ce remake là, et à la base ça devait être les Chinois. Et ça a été vraiment tourné en tant que la Chine qui envahit les États-Unis. Et au final, ça a été changé pour les Nord-Coréens. Vous allez me dire pourquoi? Tout simplement pour faciliter la distribution de ce film-là en Chine. Vous imaginez bien que ça leur aurait moins bien fait, ça serait moins bien vendu si c'était les Chinois qui envahissaient les États-Unis. Pour la distribution en Chine, c'était pas terrible. Donc du coup, ils ont changé numériquement tout ça pour y mettre les Nord-Coréens à la place.
Le film a été quand même un échec critique et commercial, même si moi j'ai plutôt bien aimé ce film-là, j'ai trouvé ça plutôt cool à regarder. Il est souvent reproché d'être moins intense et moins engagé politiquement que le film d'origine de 84, ça je suis plutôt d'accord. Voilà donc pour ce L'Aube Rouge, où je lui ai mis un 3,5 sur 5 en termes de notation. C'est un film qui se regarde, mais vous attendez pas non plus à un chef-d'œuvre, voilà. Et donc ouais, la jeune génération montante d'Hollywood expose dans ce film d'action. Alors, bon, en vrai, hein, lesquels se sont bien démerdés, bon, certainement Chris Hemsworth, hein, clairement, mais qui avait déjà sorti Thor et Avengers apparemment à cette époque-là. Josh Hutcherson, qui avait dû sortir le premier Hunger Games, c'est ça. Bon, Isabelle Lucas, franchement, je sais pas qui c'est. Et puis Adrian Palicki, qu'on avait vu donc dans G.I. Joe Conspiration, et également, il me semble, dans la série Friday Night Lights, hein, que Dimitri aime beaucoup. Ouais, je te salue d'ailleurs si tu passes par là. Pas mal de petits suppléments comme vous voyez ici. Et au niveau audio, on se retrouve avec du TTS HDMI pour le français et pareil pour l'anglais. Voilà. On a le DVD à droite et le Blu-ray à gauche. Nous avons hérité de la liberté, à nous de la défendre. Allez les copains, petit bonus pour vous faire plaisir. On va retourner dans les années 80-90. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Alors oui, c'est une VHS. Je pense que si vous êtes voilà, trentenaire, quarantenaire, vous savez ce que c'est, même si vous êtes plus jeune d'ailleurs. Je pense que vous avez forcément entendu parler. Mais surtout de ça, de Télécassette. Télécassette était un magazine français à l'époque qui sortait. Et vous pouviez en fait... alors attendez, je vais vous faire ça hop, de plus près. Vous pouviez en fait, enfin pas imprimer, mais découper des jaquettes de films. Parce que là, vous voyez, si je enlève ça, c'est une page, voilà, de magazine, dans l'autre sens plutôt. Voilà, vous découpez, hop, et vous les mettez directement dans les boîtiers de films. Et souvent de fois, ils vous mettaient des jaquettes de films où le film allait être diffusé durant le mois où le magazine sortait. Et donc vous avez pas mal de choses hein, dedans. Vous avez donc ces fameuses jaquettes à imprimer. Avec voilà, description, machin, tout ça, tout ce qu'il fallait sur le film. Et également hein, des espèces de faceplate, je sais pas comment on peut le dire, des petits trucs à coller aussi sur la VHS directement. Et ça vous permettait d'avoir des VHS en fait complètement personnalisées, alors qu'en fait le film a été diffusé à la télé et vous l'enregistrez sur une cassette vierge en fait simplement. Et vous personnalisez en fait vos cassettes. Voilà, donc là je vous présente le film Commando. Voilà, mais j'en ai vraiment d'autres, hein, mais voilà, c'est Commando, les films de Schwarzenegger, hein, je les ai poncés comme pas possible, hein, comme vous le savez, hein, moi je suis un énorme fan de Schwarzenegger et de tous ces films des années 80-90, même ceux d'après, mais bon, voilà, ceux-là forcément, hein, je les ai poncés comme pas possible quand j'allais chez mon père, vu que mes parents sont divorcés depuis un bon moment, je passais voilà un week-end sur deux chez lui et je ponçais tous ces films-là. Voilà donc, et puis j'en ai d'autres hein, à vous faire voir, il n'y a pas de souci. Mais avant ça, il y avait aussi, hop, alors attendez que je me plante pas, voilà, les magazines aussi, magazine Ciné News, donc là c'est les magazines classiques de l'époque. Alors je sais pas de quand il date celui-là, mais il doit dater d'un petit moment, hein, je pense. Ouais putain, avril 86 les copains. Et là c'était pour la sortie de Commando, hein, le film qu'on a vu. Donc voilà, bref, avec pas mal de trucs qui sont vraiment dans un état super bon. Et mon père en fait il était pas forcément fan de cinéma parce que c'est lui qui les achetait, il était fan de Schwarzenegger parce que mon père, pour tout vous dire, et ça c'est une petite anecdote personnelle, c'est un ancien culturiste, hein, il a eu pas mal de prix d'ailleurs, et forcément hein, Schwarzenegger lui il le connaissait depuis bien longtemps avant même qu'il se lance dans le cinéma, hein, puisque comme vous le savez, Schwarzenegger a brillé aussi avant le cinéma dans le culturisme où il a été Mister Universe, je crois Monsieur Univers, qui est la plus grosse distinction hein, dans le culturisme. Donc voilà, bref, il a acheté pas mal de petites choses qui entouraient, on va dire, Schwarzenegger, et donc forcément il a aussi baigné aussi mon père dans les films de Schwarzenegger. Donc c'est quelqu'un qu'il admirait beaucoup, enfin qu'il admire beaucoup parce qu'il est toujours vivant. Voilà.
On continue hein, encore avec ces fameuses télécassettes, encore un film que j'ai poncé comme pas possible, le film Predator. Vous savez, hein, c'est mon film, un de mes films préférés ever. J'ai dû le voir des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. J'ai pas envie de dire une centaine de fois parce que les gens disent une centaine de fois, mais en vrai, on fait jamais ça. Bref, voilà, encore un film excellent hein, que j'avais découvert en VHS à l'époque. Donc voilà pour ce télécassette avec Predator. Hop, le suivant après. Un autre film avec Schwarzenegger, un film un peu méconnu quand même, hein, c'est Jumeaux, film voilà dans sa période comédie, clairement. Stallone aussi avait tenté aussi des films de comédie, mais avec beaucoup moins de succès. Alors là forcément la cassette a pris un sacré coup, mais voilà, donc c'était avec donc c'était de Ivan Reitman et c'était avec Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito hein, qui jouaient des jumeaux. C'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé, peut-être mon film préféré de comédie hein, de Schwarzenegger, peut-être même devant le flic, enfin un flic et le maternel, qui est aussi très bon. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre aussi là, bah, on avait forcément Stallone avec Rocky 4. Rocky 4 aussi en VHS, avec ce format encore télécassette. Voilà, donc ça c'est vraiment encore très 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 bon. Allez, on termine avec un dernier magazine encore une fois, Ciné News, un best-of de Schwarzenegger. Voilà, donc avec sa filmographie complète, bon alors de l'époque, hein, puisque ça date de 86, hein, novembre 86 pour être exact. Voilà, c'était un numéro spécial, pareil, donc là si vous voyez des petits trucs coupés, donc découpés, pardon, bon, c'est mon père, je sais pas ce qu'il a fait, il a dû découper des trucs pour faire des, je sais pas, des cassettes personnalisées avec Schwarzenegger. Donc voilà, bref, on revoit toute la période hein, avant 86, forcément. On voit même des photos, là j'ai une photo politique, c'est assez marrant parce qu'en 86 il n'était pas encore dans la politique, hein, clairement pas, loin de là même. Donc on le voyait déjà intéressé par la politique. Voilà donc pour les petites antiquités que j'ai pu vous présenter. Ça vous fait un petit retour, ça vous fait prendre un petit coup de vieux je pense pour certains, mais ça me faisait plaisir de vous ressortir ça. Voilà, bon bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Vous pouvez liker, partager et également vous abonner si ce n'est pas déjà fait, hein, si vous me découvrez avec cette vidéo arrivage de Blu-ray. On se retrouve pour de nouvelles aventures, prenez soin de vous, profitez de l'été, du soleil, et on se retrouve dans pas très longtemps, j'espère en tout cas, sur la chaîne Meteora89. Salut à tous et à la prochaine.